pense pas le film comme une actualité immédiate, surtout pas, mais comme quelque chose qui doit rester pour nos enfants. C'est-à-dire qu'enregistrer à un moment T, dans les moments les plus durs de l'Algérie, qui essaye de se construire, de se débattre entre modernité, tradition, entre islamisme conservateur, entre les militaires, le panarabisme arabe, tout ça, tout ce monde très confus, eh bien, il y a quand même des êtres voilà, qui se cherchent, qui sont en quête, qui se posent des questions, qui sont dans l'incertitude, dans le doute, dans les joies, dans les pleurs, dans les drames aussi. Et ça, c'est une... Souvent, on me dit, mais pourquoi le documentaire? Et je dis souvent... Parce qu'enfant, je n'ai pas eu à voir des films documentaires. Toute ma vie, en Algérie, j'ai vu que des films autour du mythe de la Révolution, même pas des documentaires, des fictions, la bataille d'Alger, voilà, tous les films autour de la Révolution. Et le documentaire était assujetti uniquement à des films de propagande pour la révolution agraire, pour le système éducatif arabisant, etc. Donc, et de manière très très propagandiste, avec la fameuse voix très arabophone qui donne toutes les informations qu'il faut, etc. etc. Et je pense qu'une nation ne peut se construire que d'abord à travers le réel et se regarder soi. Tant qu'on ne se regarde pas soi-même, tant qu'on n'a pas un effet de miroir, on ne peut pas créer un imaginaire. Voilà. Et c'est vraiment ce travail-là sur le documentaire que je tente de faire. Bonjour Malek Ben Smaïl, merci beaucoup d'être présent. Alors on va se vouvoyer, on va se tutoyer. Comme tu veux. Ouais, bah, c'est bon, ça y est, tu as déjà mis voilà. Merci. On se connaît donc. Bah bien sûr, on se connaît et puis j'ai envie de dire, comme disait Truffaut, tes films nous tutoient, donc il faut qu'on se tutoie, merci. donc c'est tout à fait normal. Merci beaucoup d'être là. C'est pour la première en fait de cette émission qui pour l'instant a un titre plus ou moins, on ne sait pas encore, mais en tout cas, ça sera une émission qui sera hebdomadaire, tous les jeudis ou vendredis, on verra, en tout cas une fois par semaine. Et on parlera comme ça pendant 60 minutes avec un acteur de la vie culturelle algérienne ou d'Afrique ou je ne sais où. Mais en tout cas, avoir une conversation plutôt libre, de parler un peu des films. Là, en l'occurrence, des films et plutôt d'un film. Donc, la bataille d'Alger, un film dans l'histoire. Et moi, avant qu'on parle de ce film-là, avant qu'on commence à parler aussi de ce qui a fait que tu as voulu faire ce film et de tout le reste, j'avais envie de te poser une petite question. Ça peut être une espèce de question colle. Peut-être que tu pourras pas y répondre et on passera à autre chose. Mais comme ce film, quand j'ai découvert ce film, malheureusement, pas au cinéma, dans une salle de cinéma, mais il y a un visionnage, j'en suis vraiment désolé, mais en tout cas... non, mais pas de souci. J'ai vu le film et je vois à peu près comment on pourra en parler. Tu parles beaucoup, dans ce film, il y a beaucoup de questions comme ça d'images manquantes, de première image, ou de mythes, ou de démystification, des choses comme ça. Et à un moment, on parle aussi de l'enfance, bien évidemment, et moi j'aurais voulu te poser une petite question. Autant que tu t'en souviennes, quelle a été pour toi, peut-être pas la première, mais au moins une image, peut-être dans l'enfance, je ne sais pas, que ça soit une image d'un film ou d'un tableau, ou même une image d'un quotidien que tu as vu, qui t'a tellement marqué que ça t'a peut-être influencé, enfin inspiré indirectement. Il y a trois images, je dirais. Il y a une image de cinéma, évidemment. Alors la première image de cinéma, c'est-à-dire que j'ai vu avec mon frère, je devais avoir 5-6 ans, mon frère m'a emmené voir un film. Alors c'était probablement la Cinémathèque, c'est un film qui m'a totalement bouleversé. C'est début 70. Voilà, absolument. C'est Le voleur de bicyclette de Vittorio Zica, et ce noir et blanc et cet enfant avec ce père vagabond, etc. Voilà, c'est un film qui m'a vraiment j'en garde une image encore iconique, en tout cas. La deuxième image, alors ça c'est une image de cinéma, la deuxième image est une image de télé. Alors la télévision, pourquoi? Parce que dans notre appartement à Constantine, c'était les vieilles télévisions noir et blanc, mais mon père ne voulait absolument pas que nous, enfants, nous y accédions facilement. Donc elle était enfermée dans un placard et on ne savait pas où était la clé. Donc les frères et moi, nous cherchions désespérément les clés de ce placard, la clé de ce placard, pour pouvoir accéder à cette image noir et blanc grésillante. Voilà. Donc ça c'est un deuxième plan, une deuxième image importante. La troisième image qui me paraît importante aussi, c'est le ciel étoilé. Tout bêtement, on avait un balcon à Constantine et il y avait ce fabuleux ciel, et donc je me posais énormément de questions sur ces étoiles, et je pensais qu'il y avait une lumière
c'est que c'était simplement un écran, une sorte de grande toile tirée avec des trous, en fait, il y avait des trous dedans, comme une toile de cinéma avec des trous, et il y avait ces petites étoiles, mais en fait c'était parce qu'il y avait une lumière au-dessus de cette toile tirée dans le ciel. Voilà. Tu sais que quand tu vas dans la salle de la Cinémathèque d'Alger, absolument, c'est la même chose. C'est ça, c'est que ceux qui ne connaissent pas, il y a ça, on rentre dans la grande salle de la Cinémathèque, et il y a le ciel, voilà. enfin, ils ont reconstruit le ciel étoilé. Voilà, donc ces trois images qui convoquent, voilà, qui sont des images d'enfance, qui sont de cinéma surtout parce que de cinéma et de cette émotion. En tout cas, si je dois aujourd'hui effectivement résumer un peu les trois grands moments un peu qui ont probablement été déclencheurs, ça a été un peu ces trois moments-là, je crois. Ouais. Qu'est-ce qui se passe derrière cet écran, cette toile tirée dans le ciel? Donc ces lumières, pourquoi il y a de la lumière derrière? Donc alors voilà, c'est intéressant. Et puis tu as un peu cette télé qui est enfermée voilà, dans un placard. Voilà, c'est assez étonnant parce que du coup on cherche une clé pour avoir des images. Et quelle image on pouvait avoir derrière. Et puis ce premier plan de cinéma, enfin ce premier film de cinéma qui est le film de Vittorio De Sica et qui quelque part accompagne un peu notre cinéma d'après, parce que c'est un film aussi d'après-guerre italien, et là on sortait aussi de l'indépendance, on est dans les années 70, donc probablement que ça a dû convoquer des choses probables en tout cas sur ce parallèle-là. En tout cas, je ne sais pas si c'est inconscient, mais ça parle enfin, en quelque sorte, tu donnes un petit peu la description de ce que tu fais au jour d'aujourd'hui quand tu parles de cette porte, enfin de cette télé qu'on ne peut pas y accéder parce qu'il faut la clé, donc il faut trouver des images, on sait pas, c'est exactement ce que tu fais. Hein. Oui, bah, je pense qu'après psychanalytiquement, on peut essayer effectivement d'interpréter, mais en tout cas ça fait partie de mon univers et probablement, je pense que la nature elle est faite comme ça, qu'on est nourri probablement dans son enfance et au fur et à mesure de son évolution, par énormément de points, d'éléments, de littérature, etc. Et puis les choses se nourrissent et puis on a envie de faire des films par la suite, ou d'écrire, ou de peindre. Voilà. Probablement qu'il y a des éléments. Et donc au début de l'émission, on te voyait, donc c'était pour un entretien filmé par l'USAS, par le festival de l'USAS, où tu parlais à un moment comme ça du documentaire et tu disais que tu n'en voyais pas quand tu étais enfant, quand tu étais gosse. Donc tu voyais beaucoup plus de fiction et que les fictions que tu voyais, souvent c'était des fictions qui revenaient comme ça sur une période de l'histoire de l'Algérie, et tu cites la bataille d'Alger. Et là, la question que je me pose, je t'avouerai, le jour où j'ai su que tu avais fait un film que tu avais travaillé sur la bataille d'Alger, c'est-à-dire ce que représentait ce film, ce qu'a représenté ce film, pas forcément qu'en Algérie, mais ailleurs, et ça c'est un aspect très intéressant que tu montres dans le film, on en parlera plus tard. J'ai été très surpris. Je t'avouerai que j'étais très surpris parce que je me disais, non pas, tiens, c'est bizarre, il travaille sur un vieux film ou un film qui est plutôt très officiel. C'est pas de ce genre-là, c'est pas les questions que je me posais. C'est que comme tu as l'habitude souvent de travailler sur la contemporanéité, sur ce qui se passe actuellement, et donc, quelles seraient les résonances en travaillant sur ce film-là, sur ces images-là, ces archives-là, quelle serait la résonance avec aujourd'hui? Avec les autres films avec les autres films et aussi avec les autres films. En fait, non, parce que j'ai un dispositif filmique qui est un peu binaire. C'est-à-dire, soit je suis dans ce qu'on appelle le style de cinéma du réel, donc, ou le cinéma direct. La Chine est encore loin, Aliénation, Contre-pouvoir, un peu ce style de film, Les vacances malgré tout. Soit après, au contraire, le grand jeu, après, où je suis dans un documentaire un peu plus didactique, mais qui m'intéresse, parce que les deux sont complémentaires pour moi, pour raconter notre Algérie. L'idée, c'est toujours de remplir toutes les cases manquantes. Donc, toi, tu appelles souvent l'idée de l'image manquante, mais c'est les cases manquantes. Et donc, pour moi, tout est complémentaire et ce n'est pas indissociable. C'est-à-dire qu'il faut au contraire les associer. Tout ce type de cinéma doit s'accompagner de la même manière. Donc, pour moi, par exemple, La bataille d'Alger, un film dans l'histoire, ou Boudia Fanespoir assassiné, qui est un film d'entretien avec des archives, ou Guerre secrète du FLN, où je reviens sur l'ensemble des combattants qui ont mené la bataille ici en France, les combattants du FLN en France, ça documente un pan de l'histoire. Et j'ai toujours besoin aussi, pour pouvoir aller dans le cinéma d'aujourd'hui, ce que tu appelles toi le cinéma dit direct, ou le cinéma du réel, j'ai besoin aussi de documenter les éléments de ma propre histoire. Et j'avais aussi besoin, comme tu le sais, à chaque fois, je m'attaque un peu à une institution.
Oui. C'est-à-dire l'institution école, l'institution presse, l'institution familiale, pouvoir, etc. Et j'avais besoin, j'ai jamais fait de film sur un film. Et je me suis dit, si un jour je dois faire un film sur un film algérien, quel est celui qui t'a le plus marqué? Alors j'ai hésité, d'ailleurs entre Chroniques des années de Brest, qui m'a pas tellement marqué, je trouve qu'il y a aussi des faiblesses, Chroniques des années de Brest, mais je dirais celui qui m'a le plus intéressé dans le rapport documentaire et fiction. Comme je viens du documentaire, j'avais besoin aussi de trouver le film, enfin celui qui m'a le plus plu, c'est ce film-là, non pas pour des raisons idéologiques, loin de là, mais c'est parce que c'est celui où il y a eu un vrai travail documentaire, un vrai travail se rapprochant du documentaire, un vrai travail à partir de la base documentaire, qui est la base des actualités télévisées de l'époque, parce que Pontecorvo s'est énormément inspiré des archives télévisées, etc., où il a repris carrément des scènes, et où il a fait un travail extraordinaire en noir et blanc, etc., où même la caméra est une caméra bougeante, c'est une caméra souvent à l'épaule, très proche des visages, donc il y avait un vrai travail documentaire, et j'avais envie, justement, peut-être à travers ce film, montrer que notre histoire, l'histoire algérienne, est une histoire qu'on a beaucoup rentrée dans la fiction, mais dont on a rarement raconté l'espace réel de ce que l'on a vraiment vécu. Alors qu'aujourd'hui c'est différent quand on voit maintenant ce qui se passe aujourd'hui. On va reparler de ça après, mais il y a beaucoup de documentaires. J'aime pas trop cette appellation dit documentaire de création, j'aime pas trop. Oui, non, ça veut rien dire. C'est une création, ça reste un film documentaire. Voilà. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui. D'ailleurs, je fais pas de différence, comme beaucoup de grands programmateurs de festivals ne font pas la différence entre. Ils disent documentaire de création. C'est effectivement. Alors certains disent documentaire de création, mais un film est un film. Exactement. Et je rappelle toujours que le cinéma a débuté par le documentaire. Si on devait faire une leçon de cinéma, les premières images des Frères Lumière, c'est du documentaire. Nanouk l'Esquimau, c'est du documentaire de fiction, puisqu'il redemande à Nanouk de rejouer des scènes, puisqu'il n'arrive pas effectivement à pêcher du premier coup. Après, Godard dit, il l'a quand même payé, donc à partir du moment où il a payé l'Esquimau, Robert Flaherty, il y a quand même un travail. Absolument, donc il repaye effectivement. Donc du coup, comme quoi en fait le cinéma est le cinéma, et voilà. Mais oui, effectivement, quand on voit ton film, donc La bataille d'Alger, un film dans l'histoire, les intervenants, enfin les gens qui témoignent, il y en a certains qui reviennent sur quelque chose de très important pour eux, à savoir que à aucun moment dans ce film il y a une image d'archive. Oui, absolument. Et c'est un lien avec ce que tu racontes aussi, avec ce que tu veux faire, ce que tu fais depuis quelque temps, et ce que tu continues encore à faire. Oui, c'est-à-dire que la bataille d'Alger, le film La bataille d'Alger de Pontecorvo, c'est vraiment une création à 100%. Il n'y a aucune image d'archive. Les États-Unis, lorsqu'ils l'ont sorti en 67, ils ont dû mettre un encart en début de film, en début de copie, en disant attention, ce film est une pure création, il n'y a aucune image d'archive. Parce que les Américains ont tendance à croire assez vite que c'est des images d'archives et pensaient que c'était simplement un documentaire. Donc c'était une manière aussi de dire attention, la bataille d'Alger est un film aussi de création, mais qui a puisé énormément dans ce qu'a vécu dans ce qu'ont vécu l'ensemble des habitants de la Casbah et des combattants de la Casbah et des femmes poseuses de bombes, etc. Et c'est vrai que le travail de Pontecorvo et surtout de Solinas, qui est souvent passé à l'as alors que c'est un des plus grands scénaristes, qui a été un des plus grands scénaristes italiens et qui a travaillé aussi pour Joseph Losey, etc., qui est pour Costa Gavras, c'est quelqu'un qui va sur le terrain, qui vraiment enregistre des témoignages, qui fait un vrai travail documentaire, c'est-à-dire qui se documente énormément. C'est ce que tu dis dans le film, pardon de t'interrompre, mais en fait c'est parce que c'est ce que tu dis dans le film, c'est que en fait il faut savoir que Gillo Pontecorvo et Solinas ils sont allés déjà en Algérie bien avant que le film se fasse, bien avant qu'il tourne, bien avant que même Yassef Saadi n'aille les rencontrer, parce qu'au départ il voulait faire un premier film qui s'appelait Para, donc et c'était d'ailleurs le point de vue d'un parachutiste, et en fait ils ont été à Alger en 58, 59, 60, c'est-à-dire les 3 années
post-bataille d'Alger qui s'est déroulée entre 56 et 57. Et donc sur place, l'idée du scénario de Parra, que j'ai consulté, etc., c'était un réformé des Parra qui devient grand reporter chez Paris Match. Et d'ailleurs, à ce moment-là, même Pontecorvo avait comme idée de recruter Paul Newman pour jouer ce rôle-là. Et ce photographe ancien Parra revient à Alger pour documenter la bataille d'Alger. Voilà. Et quand Youssef Saadi va les voir après donc son emprisonnement, parce qu'il a écrit ses mémoires, etc., en 62, lors de sa libération, il a tenté d'adapter lui-même ses propres mémoires, mais c'était très mauvais. Tu as eu accès à ça? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce qu'on peut, comme il l'a écrit, le scénario qu'il avait écrit... J'ai eu un long entretien avec Youssef Saadi, donc il m'a parlé un peu de ça, mais j'ai pas eu accès à ça. Mais j'imagine, en tout cas, il le dit lui-même. Et puis Solinas aussi en parle, Pontecorvo en parle et dit effectivement c'était vraiment très très mauvais. Mais ce qui est normal parce que du coup, voilà, le scénario c'est quand même un métier. Et du coup ils reçoivent effectivement cette proposition. D'ailleurs, Rossellini qui avait été d'ailleurs approché par Youssef Saadi a réfuté a rejeté le projet et on lui a dit mais tu sais il y a Pontecorvo, il avait un scénario aussi qui est un peu comme le tien, Parra va le rencontrer, etc. Et il y a eu cette rencontre et il a dit non mais moi j'ai déjà un scénario en préparation qui s'appelle Parra avec Paul Newman. Il a dit mais Youssef Saadi a dit non mais lis tout ça, etc. Ils ont lu, ils ont trouvé le scénario catastrophique, mais par contre les mémoires étaient passionnants et ils se sont dit tiens ça vaut le coup, au-delà que ça soit juste un film de guerre, que ce soit un vrai film sur la décolonisation, un vrai film anticolonial. Et du coup, ils se sont dit, comme on a déjà tout le socle hyper bien documenté des Parra, puisque quand ils ont été en 58, 59, 60, ils ont rencontré Godard, Trinquier, Massu, Bijard. Donc ils ont hyper bien documenté le personnage du Parra, mais très peu au niveau des commandos, parce qu'ils étaient en plein dedans, et donc dans cette période-là, tous les commandos FLN, Youssef Saadi y compris, etc., étaient soit en prison, soit en fuite, etc. Donc ils avaient très très peu d'accès, en tout cas, aux commandos de... Il faut préciser que c'était des artistes de gauche, plutôt cinéastes de gauche. Alors, donc effectivement, communistes, donc c'était vraiment de gauche, etc. Et qui... Pontecorvo était aussi un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale, etc. Et du coup, il monte ce projet-là et il se dit, tiens, ça vaut le coup, mais il va y avoir aussi probablement des soucis de financement, puisque à l'époque, les Italiens disaient, mais non, mais un film sur les Noirs, parce qu'Alger c'était considéré comme ça, d'ailleurs ça vient de la bouche de Pontecorvo, et hors de question de produire un film comme ça, et Youssef rassure en disant, ne vous inquiétez pas, le pouvoir algérien va pouvoir mettre de l'argent. C'est un producteur qui dit à Pontecorvo. Absolument, voilà, c'est un producteur italien qui dit à Pontecorvo, un film sur les Noirs, qu'est-ce que ça va jamais marcher, c'est quoi ton... Voilà. C'est comme ça que et comme quoi en fait l'idée comme ça c'est ça qui est intéressant à la fois d'un film qui devait exister qui s'appelait Parra qui n'a jamais existé, donc le scénario est toujours là, et puis la rencontre avec un des commandos du FLN, Youssef Saadi, voilà, il y a comme ça une sorte de relation qui se met en place et qui donne comme ça un des chefs-d'œuvre du cinéma aujourd'hui mondial, oui. Mais c'est ça qui est étrange, c'est que quand on s'aperçoit qu'il n'y a jamais vraiment eu quelque chose qui a été écrit sur la genèse de ce film-là, parce que jamais moi je savais pas qu'il y avait déjà eu un scénario qui avait été travaillé pendant la guerre d'Algérie. Oui. Et qu'ensuite, tout cela, Tout ça, c'est ça qui m'intéresse, c'est-à-dire que tu sais qu'à chaque fois, j'essaye un peu de casser un peu les mythes. Alors, on a besoin des mythes aussi pour se construire, mais parfois on a besoin aussi de les casser pour pouvoir encore avancer. Et dans l'idée, c'est que je me suis dit, on nous a dit quoi, toujours la bataille d'Alger. Tu l'as vu à quel âge tu l'as vu? J'ai dû le voir assez vite. Je pense dès l'âge de 4 ans, on devait le voir à la télé déjà. Enfin, je pense que régulièrement. Et moi, c'est un film qui m'a bercé parce que c'est un film aussi d'émotion. On parlait d'enfance. C'est un film qui, pendant les cours de récréation à l'école primaire en Algérie, où on rejouait dans la cour de récréation les scènes de combat entre Massu et Bijard, et on se partageait un peu les rôles. Un jour tu joues Ali Lapointe, un jour toi tu joues le Massu, etc. Et on jouait à ça, la bataille d'Alger. Et les gamins jouaient souvent dans les quartiers d'Alger, de Constantine, etc. En tout cas, nous, dans la cour de récréation, on jouait énormément à ça. Donc il y a une émotion de cinéma parce que aussi c'est un film qui était diffusé 2 fois par an. C'est un peu comme Le Messager de Mostafa Harkad. Ouais. 1 fois par an, on y a droit. La bataille d'Alger 2 fois par an, le 1er novembre et le 5 juillet. 1er novembre pour 54 et le 5 juillet pour l'indépendance. Donc c'est un film où j'ai appris les dialogues. Allez, la pointe, on a encerclé la maison, on sort de là, on les connaissait par cœur. Mais plus tard, quand j'ai commencé à faire des films, etc., je me suis dit, tiens, et l'institution cinéma, qu'est-ce qu'on pourrait faire autour de l'image ?
sans qu'on soit sur un film making-of facile, etc. Parce que faire un film sur un film, c'est ennuyeux, à vrai dire, je déteste ça. Mais faire un film où je sais pertinemment qu'il y a de l'histoire autour de ce film-là, qu'il y a des parallèles très étranges, il y a de la confusion, ça m'intéressait. Mais tu savais ça déjà avant? Non, j'avais entendu comme voilà, ça, je savais que la bataille d'Alger avait été tournée pendant le coup d'État de Ben j'ai envie de te dire, tout le monde le sait, voilà. Ça. C'est ça qui était. Voilà, je savais, j'avais des petites choses, mais après, il fallait aller plus loin. Et j'avais envie aussi de me dire, de raconter l'histoire au public algérien et aussi international, que c'est pas juste Yassef Saadi qui a pris les mémoires, qui a été voir Pontecorvo, qui a dit voilà. Non, c'est qu'il y a eu tout un travail en amont d'écriture, parce qu'on donne jamais la part belle à l'écriture, mais sauf qu'il y a un travail phénoménal qui a été fait en amont, pendant 3 années. Après, les Pontecorvo et Solinas sont revenus en 62 à la libération, pendant l'indépendance. Ils ont pris des photos de l'indépendance, de l'ALN, ils ont été enquêtés auprès de l'ANL, etc. Et puis après, il y a eu la rencontre avec Yassef Saadi. Puis après, ils sont revenus encore une année redocumenter la Casbah du côté des anciens commandos, du côté des femmes poseuses de bombes, etc. Et après, ça a donné le scénario sublime de la bataille d'Alger, qui a été écrit à la virgule près, et dont Pontecorvo a suivi, plan par plan, tout ce qui avait été écrit au départ. Parce qu'il n'y a pas eu d'improvisation, aucune improvisation. Voilà. Donc, après, si, au niveau de la figuration, etc., il fallait travailler, etc., mais en tout cas, au niveau du scénario, ça a été vraiment suivi à la lettre. Voilà. Donc ça, c'est aussi, je pense, le travail de Solinas, qui est très important, le travail d'écriture est très important, ce qui n'enlève en rien en la qualité de mise en scène de Pontecorvo. Ce que dit d'ailleurs, je crois, c'est un critique de cinéma italien que tu interviews dans ton film, oui. Enfin, qui témoigne dans ton film et qui dit que le précédent film de Pontecorvo, je crois que c'est Capot, oui. Il disait en gros que c'était, parce qu'en plus Capot, par rappur à la cinéphilie française, oui. enfin, oui. Ça posait problème. C'est autre chose. Capot a une histoire très particulière avec la cinéphilie française, tu le sais aussi. Donc moi, et donc le critique du cinéma, ça m'a fait sourire à ce moment-là quand il dit, on sait que le précédent film était un peu léger, et heureusement que Solinas était là pour celui-ci. Absolument, parce que, absolument. Et qu'il fallait absolument pas suivre à la lettre le scénario. Parce qu'il s'écoutait, en fait. Oui. Et je pense que Pontecorvo était brillante par sa mise en scène probablement, mais qu'il avait besoin d'être hyper drivé dans l'écriture, comme on peut l'être. Moi aussi, j'ai besoin que dans l'écriture, il y ait un vrai parallèle avec une personne avec qui on peut discuter, etc. C'est important, c'est enrichissant et ça permet effectivement d'aller plus loin que juste sa propre mise en scène. D'ailleurs, ce film, tu l'as écrit tout seul. Ce film, je l'ai écrit. Dans les documentaires, je les écris tout seul. Ouais. Comment ça s'est, pour celui-ci en l'occurrence, comment s'est déroulé tout le cheminement par rapport au choix des témoins? Quel était en gros ton plan de travail? Parce que tu savais que ce film, il y a la bataille d'Alger, comment on est arrivé à ce film? Déjà, déjà, il y avait un parti pris de départ, c'est utilisation ou non des extraits du film de Pontecorvo. Et assez vite, pas pour des questions de droit, il y a eu des problèmes de questions de droit, mais c'était pas uniquement pour ça. Je me suis rendu compte qu'il valait mieux éviter et que c'était même plus intéressant de partir sur un travail à partir des archives uniquement. C'est-à-dire, je me suis dit en fait, la bataille d'Alger est un film de fiction. Je parle de la bataille d'Alger de Pontecorvo. Pourquoi ne pas aller me documenter du côté de l'archive concernant la vraie bataille? C'est-à-dire faire l'inverse. Souvent, quand on fait un film de fiction, un film sur un film, on va prendre des extraits, faire un peu d'espace documentaire avec des entretiens, on met les extraits de fiction. Et moi, je me suis dit non, en fait, il faut faire l'inverse. C'est-à-dire que du coup, ceux qui nous racontent doivent nous raconter la fiction, mais aussi ce qu'ils ont vécu pendant la bataille. Mais ce qui doit venir donner de la matière au film, au documentaire, c'est la matière archive. Voilà. Donc j'ai inversé le propos, c'est-à-dire que du coup, ceux qui viennent parler sont plus dans la fiction de ce qu'ils racontent, et ce qui vient argumenter, ça va être d'abord, avant tout, l'archive de la bataille, la vraie bataille. Après, il y a eu la seconde chose, comment travailler la question, comment montrer le film, la bataille d'Alger, de Pontecorvo, et du coup, m'est venue cette idée de travailler la photographie, puisque Pontecorvo fait un travail énorme sur le noir et blanc, et je me suis dit, quoi de mieux que de travailler la question de l'imaginaire du spectateur. Donc du coup, j'ai travaillé la question de l'imaginaire en travaillant uniquement l'image figée. Donc j'ai eu accès au fond de la famille Pontecorvo, qui m'a remis très gentiment l'ensemble de toutes les photographies de plateau, de photos de tournage, etc. Vous en avez combien à peu près? Beaucoup.
peut-être 300, quelque chose comme ça, enfin énorme. Et à partir de là, j'ai fait un tri, on a fait un tri, etc., pour pouvoir un peu construire l'ensemble du film. Alors comment ça s'est écrit? D'abord, comme d'habitude, moi j'écris une première intention, pourquoi j'ai envie de faire ce film, un peu ce qu'on vient de se dire, etc. Deuxième chose, après, je dois hyper documenter toute la partie c'est quoi ce film, donc, comment il s'inscrit en 65, quels sont les éléments de censure en France, comment il est reçu en Algérie, enfin j'essaie effectivement la question idéologique, propagande ou pas propagande, me renseigner sur comment s'est passé tout le casting, les repérages, et puis aussi toute la question de l'histoire, en tout cas l'histoire, comment elle a nourri le film, et l'inverse, comment le film a nourri l'histoire au fil du temps. Quand j'ai écrit un peu cette première trame, après j'essaye de me dire qui peut... Voilà, donc c'est assez... On fait vite le tour de table, c'est-à-dire que très vite on voit qui est vivant aujourd'hui, autour de la famille Pontecorvo, autour de tous les techniciens algériens, et c'était aussi une manière de mettre la lumière sur ce que j'appelle moi les anonymes de l'Algérie, c'est-à-dire montrer ceux qui travaillent toujours dans l'ombre, montrer les journalistes d'Al Watan qui travaillent dans l'ombre, les gens qui travaillent dans les imprimeries, les gens qui sont des instituteurs, les psychiatres, les infirmiers, voilà, tous ceux qui ne sont pas dans l'imagerie idéologique habituelle, ou voilà, etc. Donc j'avais envie aussi de montrer tous ces super techniciens, ces acteurs, etc., algériens qui ont travaillé dans l'ombre d'un film icône. Parce qu'on dit aujourd'hui, à la bataille d'Alger, il y a cette Sadi Pontecorvo. Bon. Oui. Il y a d'autres gens. Il y a Ali Maroc, il y a énormément. Il y a les frères Bouksani qui ont été des ingénieurs son du film. Enfin, il y a énormément de gens. Donc c'était formidable en tout cas de retrouver l'ensemble de ces techniciens. Tu les connaissais avant Pas tous, certains de non, et puis après il fallait effectivement aller les voir pour prendre du temps, leur parler. Tu as eu du ça a été ça n'a pas été facile, non, tu connais bien, c'est pas facile, parce que parfois non, on n'a pas envie, etc. Puis il fallait effectivement être pédagogue, leur expliquer pourquoi, que c'était important de leur donner aussi la parole, etc., que c'est important de revenir là-dessus. Et ils étaient très contents. Et pour la plupart, tu sais, dans l'affiche du film, La bataille d'Alger, moi je l'ai fait vraiment de manière très naïve. Il y a l'image iconique de Ali Lapointe qui tourne là. Et puis j'avais mis tous les portraits, parce que j'avais un directeur de la photo. Il y en a 26 ou 27. Voilà, tous les portraits de tous ceux qui ont témoigné dans le film. Et par exemple, j'ai eu des retours de témoins algériens qui m'ont appelé en me disant c'est extraordinaire, c'est la première fois dans le monde qu'on voit une affiche de documentaire avec ceux qui se sont entretenus dans le film et qui sont aussi mis à la lumière. Et je lui dis, je l'ai fait un peu comme ça parce que je trouvais ça très beau d'abord, et parce que je trouve que c'est ça, c'est un peu la topographie de notre pays et d'un film, et que c'est leur rendre hommage aussi, voilà. San Marco, la battaglia d'Algeri. León de Oro a la película La batalla de Argel. Con estas palabras, el presidente del jurado adjudicó a Italia por la quinta vez el máximo premio de la 27ª Muestra de Arte Cinematográfica de Venecia. El film La batalla de Argel se refiere a la primera parte de la insurrección argelina que condujo a la independencia en 1957. La batalla de Argel confirma que ante la tortura y el terror del enemigo, se impone y triunfa la lucha armada de los pueblos.
Et puis il y a aussi autre chose, et on a tendance à l'oublier, c'est que bon, la bataille d'Alger est l'un des premiers véritables films dans le patrimoine, on va dire, du cinéma algérien, même si c'est un film italien, mais quand même qui a été produit par... Enfin, mais quand on parle de la bataille d'Alger, ça fait partie de ses premiers films. Et non, c'est un film algéro-italien. Algéro-italien, voilà. Il faut le dire, voilà. Mais j'ai toujours voulu savoir, alors peut-être que tu pourras me le dire, toujours voulu savoir ce qu'on avait pensé de ce film, ceux qui ensuite... les Ahmed Rajdi, les Lakhdar Amina, enfin toute cette génération qui a travaillé, qui sont parmi les premiers à avoir fait des films dans les années 60. J'ai toujours voulu savoir ce qu'ils en avaient pensé de ce film-là. Ça, j'en sais rien. C'est quand même un film à part. Oui, qui est un film à part. Alors, il y a tout de suite, là, justement, de la part de ces cinéastes-là, après, je m'avance peut-être un peu, mais il y a l'idée peut-être aussi de dire, c'est un film qui ne nous appartient pas. C'est pas l'ADN. Je pense que tu as raison, parce que oui, il y en a un qui le dit dans le film d'ailleurs, Daoud Dirbal qui dit mais c'est encore toujours. C'est pas l'ADN algérien, etc. Mais en même temps, c'est une manière aussi, encore une fois, d'écrire l'histoire de leur point de vue. Moi, je crois que l'histoire, elle doit être collective, justement. Elle doit venir de là où elle est, dès que le film est bon, etc. C'est ça qui est le plus important. Alors après, qu'Ahmed Rajdi ou que peut-être Lakhdar Amina disent non, mais ça fait, moi, c'est le vent des Aurès, ou Rajdi va dire non, c'est le 1er novembre. Tout ça. Bon, après, chacun a envie toujours de se positionner en disant c'est moi qui ai mis la première pierre, etc., etc. Peu importe, moi je crois que c'est l'ensemble de ces films-là qui, après qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on ait un sens critique sur les films ou pas, en tout cas c'est l'ensemble de ces films-là. C'est vrai quand même, il n'y a rien à dire, c'est le premier film et d'ailleurs c'est un film qui a été décidé politiquement, c'est pas un film Vent des Aurès. Après, bien entendu, ça c'est rentré un petit peu dans la mécanique de faire des films sur la Révolution, parce qu'on sortait de la guerre. Mais la bataille d'Alger, il faut savoir une chose, Mohamed Harbi en parle très très bien dans le film, on sort de 62. 62, c'est quand même Sébastien Baraket, il ne faut pas oublier qu'il y a encore des guerres fratricides de pouvoir. Harbi, qui est historien, mais qui a été à l'époque quand même conseiller de Ben Bella. Biesef Saadi est chef de la Casbah. Il tient encore la Casbah. Il y a encore des mitraillettes à la Casbah. Il y a encore des munitions à la Casbah. Et la Casbah a 2000 hommes. Biesef Saadi a 2000 hommes au sein d'Alger, au sein de cette Casbah, armée toujours en 62-63. Il demande à avoir la chefferie de la gendarmerie. Boumedienne, qui est colonel et ministre de la Défense de Ben Bella, dit il n'en est pas question. Et à ce moment, on dit mais il faut trouver une solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour refuser, etc. Et à ce moment-là, il y a des gens qui lui disent mais tu sais, Yassef a des velléités de faire des films, il a écrit les mémoires de la bataille, il aimerait faire, il a, je pense, rencontré même un réalisateur en Italie, il aimerait faire un film. Et à ce moment-là, ordre est donné de dire c'est bon, on finance son film. On le met à l'écart de la politique et on lui finance un film. C'est cette idée-là aussi. Et c'est à partir de là que le film La bataille d'Alger a été financé. Parce que du coup, voilà, et ça raconte ça aussi, la bataille d'Alger, c'est qu'il y a une urgence. Et pourquoi il y a cette urgence? C'est parce qu'on dit, on a besoin à la fois d'écarter les hommes de la Casbah du politique, de leur donner un film à faire, mais aussi, ça permet de très vite constituer ce qu'on appelle le mythe guerrier. Pourquoi? Pour apaiser cette guerre fratricide. Et donc, très vite, il y a l'idée de créer l'icône d'un héros. Le héros algérien, Ali Lapointe. Et c'est à partir de là qu'est née cette idée de film et de raconter ça. Et du coup, ça a apaisé un peu tout le monde, effectivement. Voilà. Ça fait partie un peu des histoires. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est que du coup, c'est un film qui, à la fois, raconte l'idée d'une bataille. Et d'ailleurs, c'est même pas une bataille. Daoud Dirbal en parle très bien, parce que c'est pas une bataille entre deux... En tout cas, raconte l'idée de cette insurrection au sein de la Casbah. Mais aussi, ça raconte que ce film a été utilisé pour un coup d'État, mais ça raconte aussi que ce film, on reviendra peut-être, pour les mouvements indépendantistes, pour les Américains par la suite. Là. Donc c'est un film qui, à la fois, se construit du réel dans lequel il est et se déconstruit en même temps. C'est ça qui, moi, m'intéressait, c'est que du coup, on est vraiment entre documentaire, fiction, on ne sait plus où est là. D'ailleurs, même certains personnages du film, Youssef Bouchouchi, un des cadreurs, il a lui-même été torturé dans les mêmes prisons, etc. Et il filme lui-même à la caméra le plan de la guillotine, le plan des tortures.
Donc il doit y avoir une émotion, il en pleure pendant le témoignage. Et c'est très émouvant, parce que tu te dis, mais même quand ils en parlent, ils disent Massu ou Bijard, alors que c'était Jean Martin, l'acteur. Il dit oui, quand on a amené... Oui, c'est vrai que... Et du coup, ou même Ali Lapointe, on disait, on devait convoquer Brahim, oui, on a convoqué Ali Lapointe, mais non, c'est Brahim Hagueg, l'acteur. Oui, enfin... Donc il y a cette confusion, parce que c'est un film qui est tellement réaliste, puisque proche encore, on avait à peine 2 années d'indépendance. Donc tout était frais. Les morts étaient là encore, les victimes étaient là, les tortures étaient encore, les plaies étaient ouvertes très. Donc c'est tellement proche de cette réalité que du coup il y a encore cette confusion, même 50 ans plus tard, de la part de tous les personnages de ce film-là. Voilà. C'est pour ça que j'ai trouvé émouvant d'aller sur... Mais c'est un peu comme La Chine est encore loin. La Chine est encore loin, enfin je fais un parallèle de récit. Je reviens dans l'école où enseignaient les Monroe. Après, je parle du contemporain, comme la bataille d'Alger, on parle d'aujourd'hui aussi, de comment le film est pris dans les guerres d'aujourd'hui, comment il est interprété, etc. Il y a toujours l'idée de cet aller-retour, mais qui nous est imposée de par notre histoire, qui est une histoire toujours tragique. Ouais. Tu parlais donc des indépendantes, enfin, tu parlais de comment le film avait été reçu. On sait que bon, il a reçu le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 66, je crois, qui a beaucoup déplu à la délégation française parce qu'il pensait que le film est... D'ailleurs, c'est ce qui a fait que le film a été interdit de projection en France jusqu'au 2004. 2004. Il y a eu des petites tentatives, mais les salles ont été arrosées de cocktails Molotov et tout ça par l'extrême droite, enfin les anciens de l'OS, etc. Oui. D'ailleurs, je trouve très drôle, ça m'a fait bien rire d'ailleurs dans ton film, un moment où il y a un programmateur d'une salle de cinéma en France qui... Jean-Michel Carré. Et je pense pas que ça soit lui, ça soit une autre personne qui prend la décision de projeter le film La bataille d'Alger en disant mais dans l'autre salle il y a les bérets verts. Ah oui, c'est en noir et blanc. Et je trouve que ça c'est génial. Parce que tout est dit. C'est-à-dire que d'un côté on a le film peut-être de gauche et de l'autre on a le film de droite. Absolument. Comme ça tout le monde est content. Voilà, c'est vrai. C'était très drôle. Une petite ville de province ou une petite ville, ouais. Mais je trouve que c'est parfait. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais. Alors on parle de documentaire, on parle d'archives, on parle de tout cela, mais je suis désolé, dans ton film il y a des moments où on est dans la fiction aussi. Mais il y a des reconstitutions. Oui, mais en même temps... ça commence un peu à te démanger, la fiction, non Oui, alors, bien sûr, j'ai écrit de la fiction, tu le sais très bien, mais... moi j'ai vu mais le documentaire, pour moi, c'est vraiment de la fiction. Même, c'est-à-dire, même le film... Ça, je trouve ça très intéressant, ce que tu dis. C'est-à-dire que le documentaire, c'est de la fiction, dans le sens où, de toute façon, l'agencement des plans en montage, c'est des choix de fiction. Je crée une dramaturgie, enfin je sais pas, quand tu vois le film, il y a une dramaturgie montante, il y a des nœuds, il y a des climax, c'est exactement... Je monte un film comme un thriller. Un film de documentaire, je le monte comme un thriller. C'est-à-dire, il y a des expositions de départ, et puis plus on avance, plus on se rend compte effectivement qu'il y a des choses plus complexes, qu'il y a de la torture à un moment donné, il y a ceci, cela. Donc les choses se racontent aussi comme de la fiction, et c'est ce qui fait aussi l'approche, parce que on peut pas juste faire un alors il y a des documentaires un peu plus je dirais sans récit dramaturgique, c'est-à-dire qui sont juste dans une exposition de choses, mais ce qu'on trouve dans des musées, des choses oui, ou même de certains cinéastes, bon après on n'aime pas, etc., qui ont une approche peut-être plutôt plus contemplative, certains qui sont dans l'esthétisme, certains qui sont uniquement des créations, etc. Bon après c'est chacun un univers, etc. Mais moi je raconte vraiment, même en montage, j'essaye d'avoir une mécanique de montage quasi comme un thriller, vraiment. Parce que j'ai été bercé dans ce cinéma-là, on a tellement vu de films de par notre enfance à la cinémathèque, etc., et puis notre cinéphilie, que même le documentaire, je le considère comme un objet de narration pure, et sur lequel on peut à la fois, même pour des films d'entretien, trouver, comme pour Boudiaf, tu sais, des mécaniques de pouvoir, un peu à la Oliver Stone. Oui, on peut raconter des choses pour donner envie de suivre des personnages. Le grand jeu. Et le grand jeu, on est dans une mécanique de farce, même. De farce, voilà, mais c'est très bien. Très bien. Voilà. Donc on peut raconter des choses comme on a envie, mais je crois qu'il faut aussi dire que le documentaire, c'est, même si c'est un peu, parfois on peut dire c'est un télo, mais ça reste du spectacle. J'essaye toujours de laisser
un peu une part à quelque chose d'un peu de spectacle. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais un peu de ça. Non, mais Voilà. je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vrai que la notion de documentaire... Non, effectivement, je t'embête un peu sur la notion de fiction parce que... je pense que tu as autre chose derrière. Mais oui, bien sûr. Je le vois venir. Non, pas forcément. Tu crois que je vais te parler de telle chose, mais pas forcément. Non, je vais revenir sur une conversation que nous avions eue à Cannes il y a quelques années de cela, je crois, mais tu m'interromps si je dis des bêtises, je pense que tu avais fait la Ciné Fondation une année à Cannes, et tu étais venu avec un projet de fiction, si je ne me trompe pas, qui se déroule au Japon. Entre le Japon et le monde arabe. Voilà, j'avais trouvé ça assez passionnant, même on a même une conversation avec toi et Hachmi Zertal d'ailleurs qu'on salue, et question, où ça en est? Ah, tu vois, tu t'attendais pas à cette question. Non, mais ça en est, c'est tout simple. C'est un film qui a... Parce que c'est très étrange. Oui, non, le scénario est fini depuis un petit moment. C'est un scénario qui est assez cher, en fait, au final. On se rend pas compte. Autant le documentaire, on a encore cette possibilité d'avoir une économie à peu près jouable pour monter des films. Là, on était sur un projet un peu plus ambitieux, plus philosophique. Donc, plus difficilement finançable du côté, en tout cas, de l'international. Voilà. Bon, c'est pas un projet que j'ai mis de côté. C'est un projet sur lequel j'ai attendu de récupérer les droits du scénario, parce que les droits ne m'appartenaient plus, puisque c'était un coproducteur français. Donc j'ai attendu que les droits tombent, là j'ai récupéré le scénario, et maintenant peut-être que je vais commencer à rechercher d'autres partenaires. Parce que autant je m'en souviens de ce que tu m'avais raconté, je trouvais ça passionnant. Oui, c'est passionnant, mais après, les deux... c'est des films qui sont très difficiles parce que le marché international se resserre de plus en plus sur des films un peu de spectacle, en gros. Après, ou alors il faut réduire les budgets, donc c'est un peu plus compliqué, ou alors il faut le tourner à la documentaire, ce que je propose d'ailleurs, pour baisser un peu le budget totalement. Voilà. Donc après, c'est une affaire de production, c'est surtout une affaire de production. D'accord. On va revenir au film, La bataille d'Alger, si tu veux bien. Donc comme je disais, un moment, tu prends tes valises et tu pars d'Algérie pour te dire aussi qu'est-ce que le film quelles ont été les répercussions de ce film ailleurs aussi. Bien sûr, ouais. Et là, c'est très intéressant parce que il y en a beaucoup qui ont oublié ou qui ne savent pas que il s'est passé des choses dans les années 60. Alger a été une plaque tournante comme ça des nombreux indépendances ici et là qui sont venus, les mouvements indépendantistes. Et donc tu parles de ce film et tu fais une connexion avec les Black Panthers. Et cette histoire-là, tu la connaissais tu la connaissais avant de te lancer dans le film, ou c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure Non, alors moi je connaissais surtout avant, d'ailleurs j'en parle très peu, je connaissais surtout l'impact du film auprès de l'Amérique du Sud, c'est-à-dire des militaires de l'Amérique du Sud qui avaient utilisé, vu le film pour contrer toutes les manifestations et les insurrections au sein de l'ensemble des pays d'Amérique du Sud. Donc je parle notamment du Brésil, etc. Quand on ouvre une petite parenthèse, c'est quand même impressionnant. Bien sûr. C'est rarement vu dans le cinéma. Ce genre d'exemple, un film qu'on va regarder pour pouvoir absolument pour mater, en fait, pour trouver comment les Français, c'est-à-dire que du coup, il faut savoir une chose, c'est que pendant la bataille d'Alger, il y a eu des grands théoriciens français, finalement, qui ont travaillé dessus, théoriciens militaires. Donc, il y a un certain Galloula, qui était lieutenant ou lieutenant-colonel, qui était dans les services de renseignement avec Trinquier, et qui était durant la bataille d'Alger. Et donc, lui s'occupait énormément de la partie service renseignement. Comment infiltrer, avec la fameuse question de la bleuite, comment numéroter la Casbah, avec des hélicos. Enfin, ils avaient tout un système pour, effectivement, paramétrer, encadrer la Casbah. Il a fait une thèse militaire. Cette thèse a été récupérée par les militaires par la suite américains, avant même de voir le film La bataille d'Alger, c'est-à-dire la thèse, donc il a dû faire la thèse après la bataille d'Alger en 58-59, et du coup même des militaires assez vite américains ont étudié la thèse de ce Galloula, de ce fameux lieutenant Galloula, pour trouver un moyen, même par rapport à la guerre du Vietnam en 67-68, pour trouver des solutions de contre-guérilla, etc. Donc, pour te dire, assez vite, c'est un film qui a été repris, soit par les éléments militaires, c'est-à-dire les armées d'Amérique du Sud ou l'armée américaine,
pour la guerre du Vietnam. J'ai vu des lettres, d'ailleurs, que j'ai pas pu monter parce que sinon on n'en finirait plus, des lettres de Johnson disant qu'il fallait absolument de demander à ses agents, à ses militaires qui venaient de voir la bataille d'Alger de s'en inspirer, etc. C'est assez incroyable. Et plus tard, aussi Bush demande au Pentagone, parce qu'il y avait toute ils font une projection d'ailleurs en 2003. Privé avec les généraux, etc. Et Petraeus, le général Petraeus, qui était le général chef d'état-major de Bush, effectivement voit ce film-là, et son bras droit que j'interviewe, qui est le lieutenant Nagel, le lieutenant-colonel Nagel, dit effectivement, pour nous, c'était pas un film de fiction, c'était un documentaire. Pour nous, et on ne voyait pas le cadre ou... il le dit d'ailleurs, je ne me suis pas trop intéressé aux axes caméra ou aux acteurs. Pour moi, c'était un documentaire de comment il fallait effectivement faire du renseignement plutôt que de penser qu'on pouvait militairement rentrer dans des ruelles et attaquer qui, on ne sait pas qui attaquer, puisque l'ennemi n'a pas de tenue militaire, n'a pas d'uniforme, et c'est des gens qui font partie de la société dans laquelle... Donc il fallait effectivement faire du renseignement. Donc ça, c'est à la fois passionnant. Et moi, ce qui m'a passionné, c'est que du coup, c'est un film où il y a cette dualité, c'est-à-dire ce côté très binaire. D'ailleurs, comme le film lui-même, la bataille d'Alger de Pontecorvo, est construit de manière extrêmement binaire, c'est-à-dire les bombes du FLN contre l'acharnement, torture et arrestation de Massu. Donc c'est ça qui fait aussi la grandeur de ce film, c'est une mécanique assez binaire qui fait qu'à la fin, effectivement, c'est bien entendu ceux qui sont victimes d'une colonisation qui gagnent, mais ça marche bien, parce que du coup, c'est simple, on sait qui sont les bons et qui sont les mauvais, et globalement, ça accompagne assez bien tous les spectateurs du monde. C'est pour ça que c'est un film qui a très bien marché. Et du coup, au même titre, l'histoire, elle a joué à la fois sur les mouvements indépendantistes, c'est-à-dire tous les mouvements indépendantistes ont travaillé, ont récupéré ce film-là dans les Black Panthers, et il y a eu une preuve, le film a été utilisé comme une preuve dans les procès des Black Panthers 21 à New York, parce que les Black Panthers ont été arrêtés, et ils ont trouvé des cassettes ou des copies de la bataille d'Alger dans les appartements ou dans les QG des Black Panthers, et ça a été une pièce à conviction pour le FBI, pour dire, vous voyez, ils regardaient la bataille d'Alger, donc vous les mettez en prison parce qu'ils voulaient vraiment créer une contre-guérilla à New York. Mais effectivement, le mec des Black Panthers me dit, oui, on voulait s'inspirer de comment on pouvait nous-mêmes encercler Harlem pour que les flics new-yorkais ne rentrent plus dans Harlem et que ça soit notre quartier comme une Casbah, etc. Donc voilà. Et c'est là où c'est intéressant, c'est-à-dire que et c'est un film qui continue le parcours. Israël a vu le film aussi pour continuer à contrer les Palestiniens, et il faut savoir que le film a été vendu aux Israéliens. L'Algérie, je dis pas l'Algérie parce que c'est pas l'Algérie qui a les droits du film, c'est Youssef Saadi, c'est même pas Pontecorvo aujourd'hui. Et donc c'est la société d'Youssef Saadi qui l'a vendu. Oui. Le film a été a priori, je dis bien au conditionnel en espérant qu'il pas, mais on m'a confirmé que le film, par son frère Hossein, qui donc était le distributeur du film, que le film a bien été vendu et projeté auprès des Israéliens. Alors, est-ce que c'est passé directement par Casbah Film? Est-ce que c'est les Américains qui avaient les droits du film qui les ont filés à Israël? Je ne sais pas après quel a été, mais en tout cas, Israël, lui, a vu le film. Ouais. Bon, ça, c'est bizarre, surtout après ce qui se passe de là, c'est très... on peut avoir des explications précises, mais en tout cas, c'est connu que ce film-là a été bien montré... aux militaires israéliens, etc. Autant il a été montré aussi aux États-Unis par des gauchistes américains pour la décolonisation, pour la liberté de la Palestine, etc. Mais autant ça a été aussi montré aux militaires israéliens. Ouais. Gillo Pontecorvo, des années après que le film ait été fait, comment il se positionnait par rapport à tout cela, tout ce qui s'est passé autour de ce film, toutes les répercussions que le film a eues sur d'autres géographies? Quelle était sa position par rapport... Bon, il a continué encore à faire d'autres films, comme Queimada avec Brando, mais est-ce que... Disons que c'est le film qui l'a plus marqué, enfin, qui lui a donné un éclairage extraordinaire. Et Pontecorvo, je pense que, en tout cas, il était un petit peu dans ce questionnement de pourquoi ce film est utilisé, parce que moi, c'est une question que j'ai posée. Je dis, mais comment ça se fait
qu'à la fois ce film soit utilisé par des mouvements indépendantistes, est-ce que c'est pas gênant qu'il soit utilisé, mais ça fait partie de la dualité de ce film-là. Donc c'est très compliqué, après, en tant que cinéaste. C'est comme si un de mes films pouvait être utilisé. Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est dur de se dire que c'est voilà. Alors, bon, lui dit, comme moi, j'ai posé la question d'ailleurs pour le coup d'État, comment, quand ce film est utilisé par Boumedienne pour faire un coup d'État, comment ça se fait qu'un résistant anti-torture, anti-colonial, etc., accepte que des jeunes Algériens qui ont manifesté contre ce coup d'État pro-Ben Bella, etc., soient arrêtés, torturés? Pourquoi il n'y a pas eu un arrêt de tournage? Pourquoi il n'y a pas eu... Et Madame Pontecorvo est assez mal à l'aise, d'ailleurs, devant cette question, et a dit... s'en sort un peu par une pirouette en disant ce qui intéressait Gillot, c'était qu'il questionnait, il faisait un film anticolonial, il portait un jugement sur les militaires français et sur la politique française. La politique interne aux Algériens ne le concernait pas. Mais ça, pour moi, c'est un peu limite, parce que tout nous concerne. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est assez étrange, c'est que mais parallèlement à ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le film a été financé en grande partie par les Algériens, donc c'était un peu malvenu, effectivement, d'aller voir Boumedienne, lui dire « je suis pas d'accord avec ton coup d'État », parce qu'il lui dit « tu te prends tes affaires et tu dégages ». Donc, à mon avis, Yassef Saadi, c'est ce que je raconte, parce que je retrouve une archive où il va voir Boumedienne, en disant « écoutez, vous avez un peu utilisé un peu l'idée du tournage pour faire votre coup d'État, est-ce que maintenant vous me donnez les moyens pour continuer à faire les films ?» Et l'autre lui a dit « vous avez utilisé, on est d'accord, si vous bougez pas, vous continuez, et je vous donne tout ce qu'il vous faut. » Mais ce qui était assez étrange et fou, c'est que un petit peu avant qu'il y ait ce coup d'État, tu interviews, un témoin donc te raconte qu'il a été, il était dans un café, puis il a rencontré Pontecorvo qui lui a proposé de jouer dans le film, une séance de torture, quelque chose d'imaginaire. Et finalement, c'est ce qui s'est vraiment passé. C'est quelqu'un qui était dans les rues, qui était un ancien étudiant des Beaux-Arts à Alger. Il était plutôt communiste, très gauchiste, proche de Ben Bella, etc. Dans cette mouvance. Ils avaient entendu parler du casting de Pontecorvo, comme beaucoup d'Algériens, beaucoup de femmes, etc. Puis lui, il m'a dit j'étais très maigrichon parce que on ne bouffait pas très bien. Et c'est vrai que l'Algérie à ce moment-là, on était très pauvre. Hein. C'est un pays qui sortait de la guerre, et qui était très pauvre. Il n'y a pas de fonds. Donc il va voir, il se dit c'est une moyen aussi de faire un peu de fric, donc il va voir, il est maigrichon, tout ça. Effectivement, il devait probablement correspondre à des possibilités de recrutement pour jouer un peu les jeunes Algériens de la Casbah qui se font torturer. Et du coup, on lui dit oui, voilà. Et le coup d'État arrive, donc lui-même fait une manifestation et il se fait effectivement enlevé par les services de sécurité, par la sécurité militaire à l'époque, et qui vont effectivement lui mettre une cagoule, l'emmener dans les prisons et le torturer. Et voilà, il dit d'un fantasme et d'un rêve extraordinaire de jouer dans le film de Pontecorvo des tortures de Bassu, je me retrouve moi-même torturé par mes propres Algériens, c'est Mohamed Ossarès. Et quand il m'a dit cette phrase, même moi j'en étais un peu ébahi, parce que Mohamed Ossarès, ça raconte tout, quoi. Tout passe, sauf la gégène. Il dit, j'ai exactement les mêmes tortures, sauf la gégène. C'est terrible. Et c'est ça qu'il faut raconter aussi, c'est-à-dire, c'est pour ça que quand tu me dis tout à l'heure, oui, tu t'es un peu éloigné de l'Algérie contemporaine, non, c'est-à-dire que je rapporte toujours ce qui a créé notre emblème, toute cette idéologie qui nous martèle matin, midi et soir, mais je la mets toujours en confrontation avec la réalité de ce qui se passe dans notre réalité sociale en Algérie, ou politique, toujours, sans arrêt, ou à l'international. C'est un film extraordinaire, mais ça a permis effectivement aux Américains d'attaquer, mais ça a permis à Israël de contrer aussi. Donc c'est un peu difficile. Et c'est ce qui fait aussi la complexité du cinéma. Moi, c'est ça que j'aime bien, c'est que du coup, rien n'est blanc, rien n'est noir, qu'il y a une humanité qui est là, et que tout ça, reste biologique. Ça reste aussi des éléments complètement poétiques aussi. Voilà. Est-ce que tu as des envies de revenir ma question va être un peu, pas filmer là, c'est pas vouloir à tout prix filmer l'Algérie contemporaine, mais c'est poser ta caméra, comme tu disais, dans La Chine est encore loin, par exemple, ou dans Alignation, dans un endroit. Aujourd'hui, la question en fait que je voudrais te poser, c'est est-ce que aujourd'hui c'est plus dur de filmer cette Algérie d'un point de vue émotionnel qu'il y a 20 ans, qu'il y a 10-15 ans?
Non, parce que je pense que pour ce type un peu d'autorisation, tout ça, je te parle vraiment pour ce type d'immersion, rapport pour ce type d'immersion, c'est-à-dire qu'il faut j'y pense, mais j'ai des sujets auxquels j'y pense qui sont très compliqués. Donc, ça prend du temps. Et ça prend du temps d'écriture, ça prend du temps, effectivement, parce que c'est des portes qui sont pas faciles à ouvrir. Aussi, mais d'ailleurs, dans tous les films, c'est pas toujours facile. Donc, si je veux faire un pas de plus, oui, c'est des sujets un peu sensibles. Voilà. Donc, je prends le temps. Il y a quelques années de cela, on avait eu une conversation où tu me disais que tu trouvais que c'était une époque où on commençait à parler de cette fameuse nouvelle génération. Et je crois qu'on s'était vu en 2011-2012, je sais plus. Et tu me disais que tu remarquais qu'il n'y avait pas beaucoup de documentaires. Et aujourd'hui, je sens qu'il y a un peu plus, en tout cas, je sens qu'il y a plus d'envie, de désir de faire des documentaires que de la fiction. Ça, c'est évident. J'ai rencontré même des jeunes à la sortie de mon film, à la présentation d'Alger, une vingtaine d'années à peine, qui disent avoir été bercés par mes films pour faire du documentaire. Et moi, ça m'a hyper ému. Ça m'a vraiment ému. Parce que je me suis dit, en fait, ça y est, il y a l'idée de se dire que le médium documentaire permet aussi de raconter notre réalité sociale, notre réalité politique, qu'on n'est pas en train de raconter de la fiction. Et que c'est important, encore une fois, on y revient, le documentaire, si on ne se regarde pas, on ne grandit pas. En fait, l'Algérie est un pays qui s'est rarement documenté sur soi-même. On a documenté beaucoup la guerre, bien sûr, et encore, mais très peu notre vie au quotidien, les institutions, très très peu. Donc comment se voir pour pouvoir, c'est l'histoire du miroir, pour pouvoir grandir, pouvoir raconter de belles histoires, pouvoir transcender tout ça et aller plus loin. Si ce n'est notre approche à nous, documentaire, faut se filmer énormément. Donc oui, je te réponds, il y a toute une série là, avec Hassan Farhani, avec Jamel Kirka, voilà, merci de m'aider sur Mohamed Lagdar, qui ont pris la caméra, et je suis vraiment ravi parce que c'est cette génération-là qui va aussi construire le réel de demain et qui va un peu forger un peu cette image-là. Mais il ne faut pas qu'on soit uniquement. Moi, ce qui me désole, c'est ça c'est parce que il y a très peu de moyens de diffusion interne à l'Algérie. Et ça, c'est un problème majeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distribution. Pour qui? Quelle salle? Voilà. Donc tous ces films méritent d'être vus régulièrement. 14h, 16h, 18h, 20h, des séances non-stop. Mon film a été pris en distribution par l'ONC algérien. Aucune communication, rien. Des gens sont partis dans des salles, on leur a dit non, c'est pas 17h, c'est à 20h, à 20h, non, il n'y a plus de programmation. Tout est comme ça, c'est-à-dire rien n'est fait de manière très sérieuse. Voilà. Et c'est terrible parce que du coup, on ne crée pas de cinéphilie. Et donc, on ne laisse pas tous ces jeunes-là qui font des films, nous tous qui faisons des films, en incluant les films de Melazar Alouache, etc., avec des séances régulières, jusqu'à ce que ça rentre. Même s'il y a une séance de 3 personnes, on laisse les 3 personnes rentrer, on leur fait une séance. C'est le cinéma. Il y a un film, par exemple, que je me souviens bien que toi et moi nous aimons beaucoup, qui est une fiction, cette fois-ci, c'est Je suis bord de Yassine Belhadj. Oui. Tu te rappelles? Très beau film. Un film qui n'a pas été... Du tout. Et c'est déplorable. On l'a vu à Béjaïa, mais sinon... déplorable. Donc c'est ça qui me chagrine. Donc il y a toute une génération, très bien, ils vont faire des films, mais on en fait quoi de ces films? Ils ont une vision internationale, comme les miens, puis après ils reviennent, et après ça tombe. Et ça, c'est terrible. C'est-à-dire qu'on n'est pas une plateforme... Il faudrait une plateforme. Même si on fait pas de... Allez, on fait une plateforme vidéo. On crée une plateforme où tout le monde peut y accéder. Pourquoi pas? Enfin, voilà, il y a plein d'idées pour qu'effectivement on redonne du souffle au cinéma algérien, et le problème c'est qu'il n'y a pas ce souffle-là, voilà, sur place. C'est ça qui est un peu le... Voilà. Donc oui, il y a une nouvelle génération, il faut l'encourager. Et moi, voilà, ces jeunes que j'ai rencontrés, je les ai encouragés, et à chaque fois je suis toujours présent s'ils ont besoin, je leur laisse mes contacts, etc., bien sûr. 2 petites questions avant de te laisser. Alors, je vais commencer par la dernière, que tu verras pourquoi après. La dernière, oui, effectivement, j'ai envie de te dire quels sont tes prochains projets. On a entendu dire voilà, il y a un rapport avec peut-être Meursault contre enquête. On a entendu dire que tu travaillerais sur l'adaptation de ce très beau bouquin. Mais est-ce que tu as d'autres projets documentaires ou tu te laisses Non, je me laisse pas. Moi, j'ai 2-3 projets, on a déjà décrits, qui sont déjà en cours de production. Ouais.
Mais je vais pas en parler un peu plus. Non, ouais. surtout pas. Mais il y a des projets, voilà, qui sont, par exemple, un projet auquel je tiens, c'est ce projet entre le Japon et le monde arabe. Odyssée ou Périple, c'est un peu, voilà, le titre n'est pas encore arrêté, mais voilà, j'ai récupéré les droits, j'aimerais le monter. Oui, c'est un projet qui me tient à cœur, dont on le trouve un peu intello, parce qu'à partir du moment où on fait des confrontations comme ça, ici, on n'aime pas toutes ces confrontations, c'est parce que c'est un rapport à l'Occident qui n'est pas facile. Et puis, voilà, mais je tiens à ce type de projet, par exemple. Oui, voilà. Dernière question, rappelle-toi. Parce qu'il faut sortir l'Algérie uniquement de son giron algéro-algérien. Mais c'est ce que tu disais, si je me souviens bien, dans ton projet. Voilà, absolument. Et est-ce qu'il y a toujours... Et même pour la bataille d'Alger, c'est pour ça que je sors aussi du territoire algérien. Et est-ce qu'il y a toujours cet acteur de prévu que tu avais prévu un acteur algérien pour ce projet entre le Japon? L'acteur algérien est toujours prévu, c'est Ahmed Agoumi, et l'actrice japonaise, c'est Terajima Shinobu, qui est l'une des plus grandes comédiennes japonaises. Je commence à me rappeler un peu de ce projet. Voilà. C'est un très bon projet, mais malheureusement... Alors après, ce qui est désolant, ça on peut en parler, ce qui est peut-être désolant, c'est qu'avec les fonds que nous avions, que nous avons encore peut-être un peu en Algérie, c'est le genre de film qui peut être totalement financé à 100% par l'Algérie. Mais on est toujours dans une situation de soumission vis-à-vis de l'Occident, parce que du coup l'Algérie ne donne pas assez pour une fiction, ou même pour un documentaire. Donc on se met toujours dans une négociation en soumission avec des coproducteurs étrangers, qui du coup, dont les droits nous échappent. Du coup, on a toujours ce rapport. Et à la fois après qu'on va nous reprocher, parce qu'on va nous dire mais pourquoi vous allez voir les trucs, mais parce qu'on n'arrive pas à avoir des fonds ni algériens ni... Et donc c'est compliqué. Voilà, on est dans une situation où on fait un peu le grand écart pour pouvoir financer nos films. Donc c'est un peu dommage. Ouais. C'est le nerf de la guerre aussi. C'est ça. Dernière question, je t'avais parlé la dernière fois, il y a quelques années de cela, tu sais, de cette petite théorie que j'avais sur cette image manquante, et il y a quelque chose, on a beaucoup parlé, il s'agit de la mort de Boudiaf, de cet assassinat en direct, on est bien d'accord. Mais je n'ai pas l'impression qu'il a été vraiment direct, dans le sens où ce qu'on a vu, il y a eu quelque chose qui a été escamoté, donc le fameux plan que l'on ne voit pas, ce plan où on le voit se faire tuer. Et je t'avais posé la question, je me souviens plus de la réponse, mais je voulais quand même avoir ton avis dessus, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression que ça rentre vraiment dans tes travaux, ce plan-là, est-ce qu'il existe à ton avis? Je crois que... Alors, je vais te répondre un peu par une métaphore. Je pense que ce plan existe et que c'est l'ensemble des films qui le constituent. Je ne parle pas de mes films. L'ensemble des films de tout ce qui se passe aujourd'hui. On est bien d'accord. Voilà. C'est ça l'image manquante. C'est ça l'image manquante. C'est tous ces films-là racontent cet assassinat. Ce plan manquant. Voilà. Écoute, on est bien d'accord là-dessus. Merci beaucoup, Malek Ben Smaïl, et j'espère qu'on se reverra la prochaine fois, au moins dans une salle de cinéma. J'espère. Merci à vous. Merci beaucoup, bonne journée. Et avant tout cela, je voudrais aussi remercier Lamine Boisis qui était à la technique. Merci, Lamine. Merci, Lamine. دير بدا حدار لا باطاي طالجي البلوكاج يا الستار لا باطاي طالجي بروجي صغير ولا من الكبار لا باطاي طالجي حاجه ما تجيب الانتظار لا باطاي طالجي حارب حتى الانتصار لا باطاي طالجي جامي تطفى فينا النار لا باطاي طالجي تسمع بينا في الاخبار لا باطاي طالجي التروطوار لي زوسكار لا باطاي طالجي ابوش السودان ابو جوي هاي السودان تقدموا هذه ما تربحش وهذه ما تربحش هذه ما تربحش هذه تربح هذه تربح لازم هذه ما تربحش وهذه ما تربحش داير مع لازم باش تبدا العقليه في القصبه اللي حبس القمار ما كانش طوره بلا حاسبه ولا بدي عمار في القلب ليسبوار ونيجي نهار ونصغار من الكبار يبدو التاريخ ماشي في سيدي فرج اللي بدات ليستوار باش تجرني فيها اعذار ما يديها الريح مقام شاهد في الجنه ماشي قهوه بلا كوبل احمل ولا هبل ولا سنا ربي من البري نوبل ما تخافوش يا الخوا جباري في اللي كان يطبل وني نوفو بومباردين ندولكم نوفلو الكلام اللي زعزع السكات اللي ساكن القلوب لا طاي بصح نغلبهم كاش والله لا باطاي عطشو الميكرو باب في جميع الدار داخل في سيستم شغل زهرة في المكبار سبيل الحرية الله يرحم اللي مات وفي قمة الرجلة عليه هو لا بوانت يا ولد الخبيث يا منافق راك غلط علينا بونا دارو في القصبة تحب تدير بدا حدار لا باطاي طالجي دير لي بلوكاج يا الستار لا باطاي طالجي بروجي صغير ولا من الكبار لا باطاي طالجي حاجه ما تجيب الانتظار لا باطاي طالجي حارب حتى الانتصار لا باطاي طالجي